Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui, donc comme on va faire vraiment des protocoles de PNL sur les traumas, donc ça sera la dissociation simple et la double dissociation. Donc dissociation simple ce matin, double dissociation cet après-midi. Et comme me suis formé en psychotraumatologie, tout au long de ma formation en psychotraumatologie, je n'ai cessé de penser justement à ces protocoles de PNL, qui d'ailleurs sont des protocoles de PNL, en tout cas la dissociation simple. On a la chance dans la PNL d'avoir eu des études scientifiques qui ont été faites sur des expériences sur ces protocoles parce que tous les protocoles n'ont pas des validations scientifiques, hein, donc ça demande beaucoup d'études de recherche. Et la dissociation simple fait partie de cela, notamment pour des vétérans américains qui avaient vécu la guerre, je ne sais plus quelle guerre c'était, mais qui étaient des traumatisés de guerre, et des victimes du génocide rwandais qui avaient vécu des scènes de crimes terribles au Rwanda. Donc ça a vraiment été démontré hein, que ce sont des protocoles qui marchent pour aller réparer les traumas. Alors, ça fait penser à une discipline qui n'est pas de la PNL, mais qui est la discipline de la psychotraumatologie. Donc la psychotraumatologie, c'est l'étude des traumas et la gestion des traumas. Alors juste entre parenthèses et pour info, vous avez un cursus en psychotraumatologie qui est proposé à la PNL si jamais ce sujet-là vous intéresse vraiment. Sur les formations comme PNL et neurophysio, psychopathologie, on demande pour ces formations-là d'avoir au moins un praticien, ce qui sera votre cas pour y rentrer. Psychotraumatologie, n'importe qui peut faire ces formations. C'est vraiment différent de la PNL, c'est vraiment une discipline à part. Et dans la psychotraumatologie, vous avez donc un niveau, c'est le niveau 0, c'est le niveau de base, c'est juste de la théorie, mais qui vous permet d'avoir des notions pour pouvoir, par exemple, traiter du trauma en urgence, de l'extérieur ou soi-même, quand on est en état de choc, que faire. Et le niveau 1 qui est la psychotraumatologie simple, c'est-à-dire un événement traumatique avec différentes méthodes, puisqu'il existe différentes méthodes. Une méthode qui s'appelle le diffusing en psychotraumatologie. Donc là, le diffusing, c'est à 72 heures, 3 jours du trauma. Donc généralement, une personne qui est traumatisée, dans les 4 heures qui arrivent, l'événement qui vient de la choquer, c'est vraiment de la prendre en charge de manière assez rapide pour faire en sorte qu'elle puisse, au niveau émotionnel, pas avoir trop d'impact. Entre 4 heures et 72 heures, faire un diffusing, donc une prise en charge avec un protocole très spécifique. Et des fois, ça suffit et il n'y a pas de trauma. Et des fois, il y a besoin, alors au-delà de 72 heures, au-delà de 8 jours, ça c'est une technique en psychotraumatologie qui s'appelle le debriefing. Et là, c'est une technique qui s'utilise à plus de 8 jours. Si la personne n'a pas eu d'accompagnement, et c'est pour ça que c'est un peu maintenant mon cheval de bataille, tellement je l'expérimente, je le vois et j'adore cette discipline. Et aussi pour avoir vécu moi-même des fois des traumas dans ma vie qui n'ont pas été réglés dans les temps, ça engendre du stress post-traumatique. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, du coup, c'est plus de la psychotraumato, c'est carrément de la psychothérapie, quoi. Donc ça veut dire que la personne, elle va aller vivre des séances, enfin vraiment de réparation dans sa vie qui sont plus poussées. Et si c'est du stress post-traumatique, alors je vais vous en parler, qui n'est pas réglé et que le trauma est très fort, ça va créer des psychopathologies avec des comorbidités, c'est-à-dire vraiment on peut avoir des troubles du comportement, des troubles alimentaires, des dépressions, enfin on peut vraiment avoir des troubles chez la personne qui deviennent des pathologies. Et donc je me dis mais c'est tellement dommage alors qu'en réalité on a des techniques qui sont extraordinaires et qui peuvent prendre la personne en charge rapidement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts dans sa vie, quoi. Hein. Parce que clairement, un trauma va générer, si ce n'est pas traité rapidement, des lésions cérébrales hein, qui se voient dans un scanner. Hein. Oui. Quand s'il y a accident de la route et tout, je vois bien. Si c'est quelque chose qui se passe dans ta vie personnelle, ouais. Je sais pas, donc tu as tes parents, enfin ouais. Quand tu vis un truc, comment on sait à qui s'adresser pour dire il faut... Alors, du coup déjà ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la définition vraiment d'un trauma, savoir repérer, et puis du coup d'avoir des signaux qui nous disent, tiens là,
je le vois la personne quand elle parle, ou même moi dans ce que je suis en train de vivre, je vois qu'en fait là je suis en train d'avoir un trauma. Donc je vais vraiment vous donner des signaux pour ça. Alors, juste pour vous dire, il y a différents niveaux. Donc vous avez l'expérience unique, un accident, c'est un événement unique, c'est isolé dans le temps, c'est un trauma simple. Vous allez avoir ensuite du trauma complexe. Donc là, le trauma complexe, pour l'instant, je ne suis pas encore formé à ça, hein, d'ailleurs. Le trauma complexe, c'est une série d'événements sur une période. Et là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la période avec pas juste un événement, c'est qu'il y en a eu plein dans cette période. Tu sais ce qu'on discutait. Tout à fait. Voilà. Et là, du coup, c'est toute la période. Donc là, c'est du trauma complexe. Et après, vous avez un autre niveau en psychotraumatologie, c'est le trauma pour les enfants, parce que les enfants n'ayant pas la même constitution au niveau du cerveau que les adultes, il y aura encore une autre manière de gérer le trauma. Alors, qu'est-ce qu'un trauma? Un trauma, pour vous donner vraiment un petit peu une métaphore, le trauma, c'est le marteau. Le traumatisme, c'est quand la situation traumatogène, c'est le coup, d'accord? Et puis le bleu et l'hématome, c'est le traumatisme. C'est donc la séquelle, c'est la conséquence du trauma. Alors, on vit tous les jours des petits... Alors, qu'est-ce que ça peut être le coup de marteau? C'est tout ce qui ne fait pas partie, dans notre vie quotidienne, dans notre équilibre, c'est tout ce qui ne fait pas partie de la norme dans ce qu'on vit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a un modèle du monde qui est là, tout va bien, on a un petit peu nos habitudes, on a nos points de repère, nos références, et il se passe un événement choquant qui, dans notre normalité, ne peut pas rentrer. Ça ne fait pas partie de notre quotidien. Et comme ça ne fait pas partie de notre quotidien, ça vient nous bousculer complètement dans notre manière de voir le monde et de penser. Et on ne peut plus, face à la vie, tirer les mêmes conclusions de sécurité, ni même de pouvoir se réorganiser pour pouvoir, compte tenu de cette expérience, réorganiser des croyances, des logiques, etc., qui vont donner du sens à ce que l'on aura vécu. Et donc, comme le cerveau, il ne peut pas donner du sens à ce qu'il a vécu et que tout se réorganise, et bien du coup, le cerveau tente cette réorganisation, mais dans un traumatisme, il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être dans les traumas? Donc, comme tu disais, Caroline, très bien, un accident de la route, donc un décès, des blessures physiques qui vont être plus ou moins graves, qui font qu'on va plus pouvoir fonctionner, mais ça peut être aussi des traumas qui sont basés sur la relation. Donc les grosses expériences de rejet peuvent également traumatiser parce qu'on est des individus sociaux et que comme on est des individus sociaux, on a vraiment besoin de rentrer en lien les uns avec les autres. Et donc si à un moment donné on vit une expérience forte, que ce soit dans notre cours ou dans un groupe, il peut y avoir une expérience, s'il y a une expérience de rejet, ça peut vraiment créer aussi, ça peut créer du trauma. Alors qui sont les personnes qui peuvent vivre les traumas? Et là c'est intéressant, pas que les gens concernés. C'est-à-dire, la personne vit un accident, donc c'est la première personne en lien avec l'événement. Bien sûr, on peut avoir cette personne traumatisée, mais qui d'autre? Ça peut être les gens qui ont vu, les témoins de la scène, qui ont vu l'accident. Donc eux, ils ne sont pas blessés, eux, ils n'ont rien vu, mais comme ils viennent d'assister à ça, ça fait partie des gens traumatisés. Et savez-vous, la troisième catégorie des gens traumatisés, c'est qui? Ceux à qui on en fait pas. Ça va être les sauveteurs, donc les pompiers autour, les secouristes, ou les gens, les psychologues d'ailleurs, vous, qui allez faire des protocoles de changement comme des dissociations simples, ou alors après en psychotraumatologie on parle de débriefing, etc. Mais nous-mêmes, et on en parlait ce matin avec Norbert, dans notre propre hygiène de vie, en tant que coach ou en tant que thérapeute ou accompagnant, on a plutôt intérêt à faire appel régulièrement à ce qui s'appelle de la supervision, parce qu'à un moment donné, vous entendez des histoires extrêmement dures chez les gens que vous accompagnez, et ben en fait à un moment donné ça peut aussi avoir un impact, de toute façon on est humain aussi, donc ça a un impact sur soi, donc on a intérêt à aller se faire superviser de temps en temps, un petit nettoyage, un débriefing, donc il y a également des débriefings pour des thérapeutes où je sais pas, quelqu'un vous raconte un truc, c'était un peu chaud pour vous quand même à entendre en termes de contenu, en termes d'histoire, et du coup vous sentez que voilà,
vous avez besoin vous aussi de... Parce que ça peut également, nous aussi, on peut être traumatisé avec nos clients, hein, dans ce qu'ils nous racontent. Donc effectivement, les proches, etc., les gens qui racontent des choses. Donc vous voyez, c'est intéressant, on a vraiment ces 3 catégories de personnes. Et alors c'est intéressant parce que Bruno, tu es pompier. Comment comme pompier. Et les pompiers, je crois, alors tu me diras si je dis des bêtises ou pas, mais de ce que j'ai appris, quand ils arrivent sur un accident, ils vont faire du triage justement sur les personnes les plus potentiellement qui auraient le plus besoin d'être pris en charge. Alors je ne sais pas si ce qu'on m'a dit était vrai ou pas, si tu me le confirmes ou pas. Le tri se fait sur des accidents de grande ampleur, on va dire. Voilà, comme un attentat ou un truc comme ça. Un attentat, voilà. On va trier les gens qui sont... ceux qui sont morts ou potentiellement morts, parce qu'il y a un moment où on est obligé d'aller à l'urgence. Ouais. On va trier, on va prendre les gens qui sont... les urgences vitales, les urgences relatives. Voilà, c'est surtout ça. Après, en termes de trauma psychologique, il n'y a pas de grosse chose. Et est-ce que, parce que moi, ce que j'ai appris en psychotraumatologie, et c'est génial d'avoir un pompier, parce que tu vas pouvoir me confirmer ou pas, que les pompiers, ils ont des tests qui s'appellent les BPF, bilan psychologique flash. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est une blague. Non, non, ça me parle pas. Ça te parle pas du tout? Ça fait 22 ans que je suis... C'est vrai que tu es pompier, parce que moi, ma formation en psychotraumatologie, on m'a parlé que les pompiers avaient ce qui s'appelle les BPF, bilan psychologique flash, et que c'était 3 tests pour savoir comment je suis au niveau de mon énergie, comment je suis au niveau de mon humeur, et comment je suis au niveau de mon état de stress, et si c'est des échelles d'auto-évaluation, et s'il y a un certain niveau qui n'est pas bon, normalement, ils ne doivent pas aller sur le terrain. Mais tu n'as jamais entendu parler de ça? Là, sur le département du Rhône. Pas sur le département du Rhône, en tout cas. Bon, pour l'instant, vous le faites pas. Comment? Parce que du coup, quelqu'un qui veut intervenir et qui lui-même n'est pas apte, bah, du coup, c'est pas bon, quoi. Parce que lui-même, voilà. Juste pour vous dire, sur la formation psychotraumatologie, parce que je fais la parenthèse, cette formation, elle permet quoi? Elle permet, alors en espérant non plus que ça n'arrive pas, mais n'empêche que si ça arrive, c'est vachement bien d'avoir des gens qui sont formés à ça, de pouvoir aller intervenir sur le terrain quand il se passe des événements comme des attentats ou des choses comme ça. Et là, Angélique, par exemple, qui fait la formation en psychotraumato, elle n'était pas à Nice sur les attentats qu'il y avait eu le 14 juillet, mais elle avait des stagiaires qui avaient été formés en psychotraumatologie et elle les avait au téléphone et elle faisait la gestion de personnes en direct où elle accompagnait des personnes. Et clairement, vous allez sur des scènes sur des endroits comme ça et vous dites, voilà, j'ai une certification, je suis formé en psychotraumatologie, est-ce que je peux aider de manière en urgence des gens qui sont sur le trottoir et qui sont complètement déboussolés, etc. C'est un peu comme un petit brevet, si vous voulez, c'est un peu comme un brevet de secouriste, mais c'est un brevet de secouriste psychologique. Comment on fait pour vite prendre en charge quelqu'un et faire en sorte le maximum de pouvoir la réguler au plus vite pour faire en sorte qu'elle puisse, pour minimiser les dégâts psychologiques. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles et bon, c'est bien d'avoir ça. Et c'est quand? C'est en décembre, c'est ça? Je ne sais plus les dates, mais l'initiation c'est sur Zoom, parce que du coup elle a des groupes en France, donc c'est sur 2 jours. Et après c'est en présentiel, le niveau 1, c'est 3 jours, avec donc il y a la technique du diffusing, donc la technique de gestion de trauma à 3 jours voire 8 jours, on peut encore faire du diffusing, et la technique de débriefing, donc là c'est vraiment de la pratique. Et dans les exercices pour avoir votre certification, vous avez 6 études de cas supervisées pendant plus de 6 mois, où vous allez accompagner des gens, vous allez lui renvoyer vos synthèses qui sont assez longues à rédiger, hein, parce que je vais en faire en ce moment, donc voilà. Et en fait, donc on n'envoie pas les 6 études de cas d'un coup, on en envoie une, elle la corrige, elle dit voilà, là t'as bien fait, là c'est moins bien fait, elle recommence, tout ça. Vous faites 6 études des cas et il y a une autre journée en plus de réintégration, et là c'est la certification du niveau 1. Ouais. Sur la gestion de trauma simple, c'est-à-dire un événement unique. Voilà. Et donc ça, effectivement, on le propose à Active PNL, ça peut être un bon complément, notamment pour des coachs, ou même pas forcément des coachs, des gens qui s'intéressent à cette discipline. Oui. Juste une question, au niveau du trauma, donc en dehors d'un décès ou un accident où là forcément on sait que c'est un trauma,
Mais dans tout ce que tu parlais sur le relationnel, est-ce que les personnes, elles ont forcément conscience qu'elles sont en train de... Est-ce qu'elles ont forcément conscience qu'elles ont vécu un trauma? Mais pas, justement, les personnes n'ont pas forcément conscience qu'elles ont vécu un trauma. Et là, ce qu'on va voir ce matin, alors je ne vais pas vous faire toute la formation en psychotraumato parce que c'est très très riche, mais je vais vous donner des fondamentaux avant de rentrer dans les protocoles de, justement, de dissociation simple et double dissociation qui, pour le coup, sont de la PNL. C'est du traitement de trauma avec des protocoles PNL, mais ce ne sont pas des protocoles de psychotraumatologie, mais quand même ils marchent bien. Mais comment repérer? Parce que eux, les gens, ils ne savent pas, et même vous, si vous avez un trauma, vous ne savez pas en fait si c'est un vrai trauma, si c'est un trauma ou pas. Donc c'est des signaux qui vont vous permettre de dire, ok, là il y a quelque chose. Alors on va rentrer là-dedans tout de suite. Quels sont les signaux? Et on va voir aussi quels sont les premiers gestes à faire. Il y avait Gaëlle, pardon. Tu disais du coup les personnes qui peuvent vivre un trauma, c'est celles qui ont vu la scène. Oui. Par exemple dans le cas des attentats, Oui. Est-ce qu'on peut être traumatisé sans avoir été là, mais par les images qu'on a pu voir à la télé? Complètement. Surtout, donc les informations à la télévision sont hyper traumatogènes. Parce qu'en plus, alors, pour tout vous dire, moi j'ai mon copain qui regarde BFM TV tous les soirs et il passe en boucle. Et moi, alors lui, il n'est pas trop sensible à ça. Donc bon, mais moi je suis super sensible et c'est hyper anxiogène. C'est hyper anxiogène chez moi. C'est-à-dire je vais me coucher, je suis mal, donc maintenant je dis non, tu mets autre chose. Et moi je préfère, mais après c'est moi, je préfère, parce que j'aime bien quand même tenir au courant de l'actualité, lire un article de journal où j'ai pas les images que de voir, entendre avec toute la charge émotionnelle. En plus, c'est complètement pas, on parle des attitudes salutogènes, c'est-à-dire c'est les attitudes tournées vers la vie et qui font du bien. C'est tout le contraire d'une attitude salutogène. Le journaliste il va dire et là, nanana, enfin, c'est avec des mots, les mots voilà, sont traumatisants, plus les images, et on peut réussir à traumatiser une population tout entière avec les médias. C'est complètement, par exemple, ce qui s'est passé avec le corona. On a traumatisé tout le monde. Et c'est parce qu'on a traumatisé tout le monde que du coup, on était tous au taquet, comme ça. Oui. Je veux juste compléter. En fait, je repense aux attentats notamment de Charlie. Moi, je me souviens, j'étais dans la rue avec mes filles, on se baladait. Et en fait, ce qui a été traumatisant, c'est que l'information est arrivée par des réseaux comme ça, et on croisait des gens et on entendait parler d'attentats et autres. Donc, il n'y a pas forcément toujours besoin d'images. Mais en fait, tu captes les infos, et comme tu n'as pas de référentiel ou autre, et ben c'est là où tu sens que ça monte. Et je pense que c'est ce qui fait que chacun d'entre nous est capable de dire ce jour-là, voilà ce que je faisais. Ben, quand tu te rappelles bien ce jour-là, tu t'en rappelles bien, c'est quand même un petit signe de trauma parce que tu t'en rappelles hyper. Donc c'est vraiment, tout à fait, c'est du trauma collectif. Après, c'est pas du trauma au point d'aller dégénérer du stress post-traumatique, machin. En même temps, ça peut dépendre quand même des gens. Il y avait une autre question où j'y vais. Une petite question. Franck. Quand tu dis l'expérience unique, c'est un trauma simple. Simple, ça ne veut pas dire facile à traiter. Sur un attentat, alors, en fait, c'est une expérience. C'est une expérience, voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus quand c'est ça que la charge émotionnelle, elle n'est pas très forte. Effectivement, voilà. Mais ceci dit, n'importe quel trauma, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça à traiter. C'est pour ça que la formation est ouverte à des gens qui n'ont pas forcément de formation ni de coach, ni de comme vous en PNL, etc. Parce que en fait, c'est pas très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dommage que les gens ne soient pas formés à ça. Et moi d'ailleurs j'ai un projet en ce moment, je voudrais vraiment faire reconnaître ça un peu comme une sorte de brevet, si vous voulez, c'est au niveau du répertoire spécifique de France Compétences. J'ai envie de faire cette demande de déposer ça, parce que je me dis c'est un peu comme les agents de sécurité qui ont des trucs où ils apprennent sécurité incendie ou sécurité machin. Je me dis ça pourrait être vachement bien qu'il y ait une formation vraiment reconnue d'État, qui sont un brevet entre guillemets psychologique sur la psychotraumato, les gestes simples, parce que vraiment, déjà en 2 jours, juste d'avoir la connaissance, sans parler vraiment des 3 jours du niveau 1, où on est vraiment sur de la pratique de diffusing et de débriefing, mais juste dans l'instant, qu'est-ce que je fais, comment je gère ça, vraiment apprendre les gestes de premier secours, c'est le minimum, quoi. Et je pense que plus il y a des gens qui sont au courant de ça, et c'est pour ça, là, je vais vous donner quelques éléments. C'est pour ça que je fais la vidéo aussi sur YouTube, parce que je me dis c'est chouette, ça peut permettre de sensibiliser à ça. Ben mieux c'est, quoi.
Je sais. Parce qu'on fait tellement de conneries sans le savoir. Et quand je vais vous dire les conneries qu'on fait, vous allez dire oh merde, oh merde. Je fais ces conneries-là. Parce que moi, quand je les ai su, les conneries à ne pas faire, j'ai dit oh merde, oh merde, oh merde. Oui. Et pour compléter, en fait, on parle des agendas et autres. Et moi, je me suis retrouvée à gérer une jeune fille qui m'est rentrée dedans en voiture. Et du coup, j'ai dû gérer son traumatisme. Et c'était hyper chaud à faire, quoi. Donc, pour moi, c'est un truc qui est hyper utile, même sans parler de faire des normes. Ouais. Puis en plus, elle t'est rentrée à toi aussi, donc tu as géré ton choc émotionnel, plus le sien. J'ai rien senti, du coup, je me suis mise complètement, alors là, je me suis dissociée total, et j'ai géré cette jeune fille qui était complètement partie. Ouais. Et c'est hyper compliqué de gérer quelqu'un. Bien sûr, qui est complètement. Comment ça se passe ici, en fait. Bien sûr. Alors, du coup, je rentre dans concrètement comment on reconnaît les signaux d'un trauma. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a l'événement qui est choquant, etc. Et le premier signal, c'est. Ah, il n'y a pas de stylo. Ah, si, un stylo. Je vais essayer. Hop. Ça va être l'hyperexcitation. Donc, ça, c'est ce qui arrive tout de suite. Donc c'est quoi l'hyperexcitation? Bien sûr, c'est les émotions qui sont très très fortes par rapport à ce qui vient d'être passé. Donc la personne, elle est vraiment dans ses émotions. Et qu'est-ce qu'on peut avoir tout de suite après? Du mal à se concentrer. Elle ne peut pas se concentrer, elle n'arrive pas. Les pensées sont trop imprégnées par l'émotion. Et du mal à dormir. Vous voyez? Donc on a vraiment, si je prenais, vous vous rappelez en base PNL, j'ai parlé souvent du fonctionnement du cerveau. Dans le cerveau, vous avez donc l'amygdale. Et donc l'amygdale, c'est le siège, alors c'est pas l'amygdale ici, c'est l'amygdale dans le cerveau. C'est le siège des émotions et en fait, elle est en état d'alerte. Et comme elle est reliée aussi par le nerf vague à tout le système nerveux, vous avez tout votre corps qui dit alerte, alerte, alerte. Et vous avez l'amygdale qui est hyper agitée. Donc impossible de se concentrer. Le cortex préfrontal, ça ne peut pas fonctionner, la personne elle est dans la confusion et c'est l'état d'alerte au niveau de l'amygdale. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, quand on va reconnaître un symptôme de trauma, vous allez avoir une répétition. Donc, alors, ça va être des flashs, c'est-à-dire que la personne elle n'arrête pas de repenser à la scène, sans arrêt. Ça vient en boucle dans sa tête, elle y repense, elle y repense, elle y repense. Flash, répétition, jeu de rôle. Quand je dis jeu de rôle, ça veut dire que la personne traumatisée, elle vous remime la scène et ça on le voit en particulier chez les enfants. Ils vous jouent la scène, ils la rejouent la scène. Par exemple, je sais pas, ils ont vu les parents se disputer et on fait comme ça. Et là on se dit, oulala, il est en train de refaire en boucle le truc qu'il vient de vivre, vous voyez. Et donc soit c'est, alors nous en tant qu'adultes, on le fait pas comme ça, mais par contre, on peut, donc difficulté à dormir. Deuxième étape, symptôme de trauma, que là il y a un trauma, la personne elle revit, elle y repense, et je sais pas si vous l'avez déjà fait, je sais pas si vous avez vécu des traumas, généralement tous avec des traumas plus ou moins niveau. Moi je me rappelle, il y a une période, j'ai vécu un truc difficile avec quelques années, peut-être 3 ans. Un événement, en plus, qui m'a traumatisé, pour tout vous dire, dans ma vie de formateur. Donc, j'ai fait une boulette, voilà. Je m'en suis laissé. La fonction positive, c'est que je la referai plus. Donc, voilà. Mais j'ai adressé un feedback, pas du tout dans les formes, pas du tout au bon moment. Voilà, j'ai vraiment fait une boulette. Et ça m'a traumatisé parce que la personne en face a été aussi, je pense, traumatisée de ça. Enfin, il y a eu des conséquences derrière. Et je me repassais sans arrêt, en boucle la scène, de me dire mais comment, mais pourquoi t'as fait comme ça, comment t'aurais dû faire. Et des fois, je me la repassais et je m'imaginais des fois refaire autrement, comment j'aurais pu faire autrement. Et en fait, c'était terrible parce que j'essayais de me dire allez, c'est bon, maintenant tu passes à autre chose. Ça m'a duré des mois, mais même je me demande, ça n'a pas duré des années. À l'époque, je ne connaissais pas la psychotraumatologie, donc je n'ai pas traité le truc. Mais c'était récurrent, ça me réveillait la nuit, et la nuit je me réveillais et je revoyais encore la scène. Vous voyez ? Donc, et tellement que ça a été violent pour moi, j'ai même failli arrêter mon métier. C'est-à-dire me dire, oh, laisse tomber, tu veux plus. Donc ça va être le 3e symptôme, c'est l'évitement. Donc l'évitement, c'est comment je fais pour ne surtout pas me mettre dans une situation qui me rappelle cette mauvaise expérience. Vous voyez ?
Et c'est là où moi je voyais, pour vous raconter, je savais que c'était du trauma, parce que du coup, je me disais, c'est dommage, j'adore mon métier, mais en fait, je ne veux surtout pas revivre ça avec un stagiaire, vraiment. Et du coup, ça avait un impact dans ma vie pro sur lequel je me suis fait accompagner. J'osais plus, une peur terrible d'aller donner du feedback, de me dire, tu vas donner du feedback, comment la personne, elle va le prendre. Et si la personne réagissait mal en face de moi, ça me réactivait le trauma à me mettre dans un état de panique, à ne plus pouvoir dormir, à me dire oh là là, la personne, elle a mal pris mon feedback, oh là là. Donc imaginez, c'est super emmerdant pour un coach qui adresse du feedback, vous voyez le bordel, quoi. Donc là, c'est des symptômes, ça, où c'est vraiment du trauma, mais je n'avais pas conscience que c'était du trauma. Vous voyez, je me disais juste quand même. Et en plus, c'est très culpabilisant parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même pas si grave que ça, mais n'empêche, ben, si c'est normal, c'est qu'il y a eu un impact, vous voyez. Donc, l'évitement, la personne, par exemple, je sais pas, elle a eu un accident de voiture, elle va plus vouloir monter en voiture, vous voyez. Les personnes, certainement, qui ont été voir un concert de rock au Bataclan, ils veulent plus aller dans une salle de concert, vous voyez. Et il y a l'émoussement. Alors, émoussement, c'est quoi? C'est que la personne, elle va complètement se dissocier au niveau de sa vie émotionnelle, essayer de ne plus vivre ses émotions, les mettre loin, loin, loin derrière, et essayer vraiment de, voilà, j'évite le sujet, j'évite de rentrer en contact avec des choses qui peuvent réactiver, parce que sinon, voilà, dans la nuit, et en même temps ça le fait, de temps en temps vous croyez que c'est parti, ça va beaucoup mieux, et là on a des signes de stress post-traumatique, vous ne savez pas pourquoi, dans la nuit, bam, la scène, vous vous réveillez paniqué, et la scène elle vous revient en tête. Bon bah là on est vraiment bien dans du trauma, et le stress post-traumatique, c'est que la personne va vivre des symptômes par la suite, qui vont vraiment être des symptômes d'anxiété généralisée, la personne est anxieuse de manière générale, elle ne sait pas du tout pourquoi, de stress, là elle a du mal à dormir, il y a la vie qui est vraiment changée. Donc là, c'est du trauma non réglé et qui se transforme du coup en stress post-traumatique. Ça peut être tellement violent, il y a des gens, par exemple, au Bataclan, il y a eu des victimes sur les lieux, mais il dénombre aussi des victimes après, parce qu'il y a plein de gens qui ont été témoins et qui se sont suicidés parce qu'ils avaient du stress post-traumatique, qu'ils n'arrivaient plus, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à retrouver une vie normale, et ils ne pouvaient plus revivre dans ce monde-là, parce que du coup, ils étaient tellement en stress post-traumatique avec de l'évitement. Dès qu'ils étaient dans une salle de cinéma, ils entendaient un bruit, ils étaient complètement affolés, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le cerveau? Et ça, c'est super intéressant à comprendre. Pourquoi notre cerveau nous remet en flash sans arrêt comme ça? En fait, c'est super simple à comprendre. Vous avez l'amygdale qui, du coup, est super agitée. Et juste à côté de l'amygdale, qu'est-ce qu'on a? On a l'hippocampe. Et l'hippocampe, en fait, c'est monsieur obsessionnel compulsif, en tout cas non, monsieur très très organisé, qui lui veut ranger les informations. Et donc l'hippocampe, le rôle de l'hippocampe, c'est de dire j'ai de l'information et je la range dans le cerveau au bon endroit. Et comment c'est pour ranger au bon endroit? C'est dans la notion du temps. Ça, c'est le passé, c'était à telle époque, à telle date, à tel endroit, et aujourd'hui, maintenant, c'est aujourd'hui. Et je range dans le passé ce qui est au passé, et au présent, c'est au présent, au futur, vous voyez, l'hippocampe range. Mais pour que l'hippocampe puisse ranger et être tranquille, faut-il que l'amygdale soit détendue. Le problème, c'est qu'au moment où l'hippocampe veut ranger, il a besoin de repenser aux souvenirs. Donc l'hippocampe se dit « Ah, je vais prendre cet événement, je vais le ranger. » Donc repensons-y. Donc c'est pour ça que le souvenir revient dans la tête. Sauf que quand la personne, le souvenir revient dans la tête, l'amygdale, elle fait « Ah !» comme ça, parce qu'elle revit la scène, et donc du coup, l'hippocampe fait « Oh putain, je peux pas ranger. Calme-toi. » Donc c'est vraiment monsieur obsessionnel et madame hystérique. C'est vraiment, lui il veut ranger, il y a madame hystérique, pardon, ma prof, c'était une femme qui disait ça. Voilà. Sinon on va dire que je suis sexiste après. C'était ma prof, voilà, Angélique, qui disait ça. Et il dit, ouais, en fait, elle fait tellement de bruit, il ne peut pas ranger. Donc du coup, il se dit, bon bah tant pis, ça va mieux? Ah ben allez, on y repense, comme ça je vais pouvoir ranger. Et c'est pour ça que du coup, c'est répétition, 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 parce que la fonction positive mentale de ce symptôme de répétition, c'est qu'en fait, il y a une fonction positive de vouloir ranger l'information. Mais la personne ne peut pas le faire, parce que chaque fois qu'elle y repense, elle se retraumatise derrière. Ça va? Vous voyez le truc? Et donc,
Qu'est-ce qui va se passer quand on va repérer qu'une personne elle est traumatisée? C'est que la personne, quand elle parle de son vécu, elle en parle Au présent. Elle en parle au présent. Elle ne va pas vous dire, par exemple, et donc je suis allée voir un tel et il m'a dit et je lui ai répondu parce qu'après il avait. Vous voyez, là, quand la personne nous parle de ses expériences passées de cette manière, vous pouvez vous dire, et d'ailleurs même dans vos entretiens d'état présent et d'état désiré, si à un moment donné vous avez des origines perdues ou vous faites une ligne de temps, c'est un peu plus tard, ça en met Pratt, vous ferez des lignes de temps avec des événements de vie. La personne, elle en parle au passé. Vous vous dites, ça a été un épisode difficile, mais digéré, parce que le cerveau, c'est bien rangé. Mais si la personne, quand elle vous en parle, elle vous dit, et donc après, après je lui dis machin, et il me répond machin, et quand il me dit ça, je dis ouais, machin, et là après il me dit ça. Et donc elle se réassocie. Elle est en train de faire quoi? Comme les petits enfants qui rejouent la scène. Elle est en train de revivre et elle est en train de rejouer la scène associée au temps présent. Donc ça veut dire quoi? Que l'hippocampe n'a pas pu faire son boulot, que l'amygdale elle est toujours agitée et que comme le souvenir traumatisant n'est pas rangé, la personne le revit dans son temps présent. Donc c'est un signe que vous avez en face de vous quelqu'un qui est traumatisé. Et qui n'a pas réglé son... Et qui n'a pas réglé son trauma, parce que quelqu'un qui a réglé son trauma, le traumatisme, rappelez-vous, c'est le bleu. Si le bleu, il est parti, comment je sais que le bleu, il est parti? La personne, quand elle en parle au passé. Alors, elle en parle au passé, elle peut vous dire, ah, ça a été dur, elle va quand même être un peu associée, mais elle en parle au passé. C'est rangé. Mais la personne qui vous se réassocie complètement, il y a des larmes qui arrivent, et elle en reparle en plus au présent, là vous vous dites, c'est pas bon. Autres symptômes qui vont nous dire qu'il y a du trauma, oui, Janaïna. Une question du coup, est-ce que, pas pour les autres, mais pour nous, si on se rend compte que quand on se souvient de trucs, on est dans le présent, est-ce que ça aide de nous dire, de nous redire en dialogue interne, j'ai fait ça, il m'a dit ça. Voilà, exactement. Ça aide ou pas? Moi, je me surveille maintenant comme du lait sur le feu parce que dans, par exemple, cet épisode que j'ai vécu qui a été traumatisant pour moi, j'en ai parlé énormément à mes amis autour de moi, mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que je me suis retraumatisée. Il y a eu la scène traumatisante, mais surtout, ce qui a envenimé le trauma, c'est de raconter l'histoire en boucle à des amis qui étaient très compréhensifs et compatissants à m'écouter, mais sauf qu'ils me laissaient en parler en étant complètement associé et en rejouant la scène. Et alors je lui ai dit machin, et elle a dit machin, et alors du coup derrière je lui ai dit, et je revivais la scène. Et en revivant la scène, la personne est en train de se retraumatiser. Donc c'est là où je vous ai dit les conneries qu'on fait, qu'on ne sait pas. C'est quand vous avez vos amis qui vous racontent un truc, parce que c'est hyper souvent, moi je vois, maintenant j'arrête pas de le voir, surtout sur des trucs un peu récents, il me raconte ce qui s'est passé et il me parle au temps présent en disant « je lui dis » et il me répond machin et il revit la scène. Et moi souvent je dis « respire, calme-toi parce que je sais que c'est pas bon ». La personne elle est en train d'envenimer son trauma. Donc pour sortir de ça, la démarche qu'on va faire et en psychotraumatologie et en PNL, et c'est pour ça que là je fais le pont entre ces deux disciplines, parce que c'est exactement la même démarche, la démarche c'est de calmer l'amygdale. On calme l'amygdale parce qu'on ne va pas pouvoir ranger le souvenir tant que je suis en train d'en reparler en étant complètement agité intérieurement. Donc, pour pouvoir ranger vraiment cette information de manière tranquille et sereine, je calme l'amygdale et quand j'arrive à faire verbaliser la chronologie des événements passés en étant bien émotionnellement, l'hippocampe, plus tranquillement, il peut faire son travail de ranger et après, du coup, c'est bon, c'est rangé, c'est réglé. Oui, vas-y. Ce que tu dis, je trouve ça terrible pour les gens qui ont subi un viol, puisque le viol est un trauma et on demande, par rapport au dépôt de plainte, de reformuler avec des gens qui ne sont pas écoutés. Il y a un procès, il y a peut-être parfois des gens de l'entourage qu'il faut nommer. Et je me dis, c'est horrible partout. Alors, ce qui est horrible au niveau judiciaire, pour tout vous dire, c'est que les victimes de trauma ou de choses comme ça, donc effectivement déjà, on leur demande de tout de suite aller au commissariat verbaliser le truc alors qu'ils sont complètement dans la phase d'hyperactivation et comme ils sont, des fois, ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne peuvent pas se rappeler, ils ont du mal
à se rappeler exactement comment c'est fait. On leur demande de verbaliser le truc. En plus, il n'y a pas trop d'empathie, il n'y a pas trop d'attitude salutogène derrière. Donc c'est chaud. Donc il y a ce problème-là qui se pose. Et il y a un autre problème, c'est pour les gens qui ont des procès et qui doivent témoigner. S'ils réparent leur trauma, comme les procès ont lieu très très longtemps après, si entre-temps, parce qu'ils sont mal, ils vont voir un psychotraumatologue, ils réparent leur trauma. Mais au moment où ils vont parler dans le procès, ça sera vachement digéré, puis ils vont en parler super bien, puis les jurys vont dire bon bah du coup ça va, c'était pas si grave vu qu'elle en parle bien. Donc même en psychotraumatologie, en fait on dit, quand vous avez une histoire comme ça judiciaire avec un procès et tout, alors, il y a certains psychotraumatologues qui disent en même temps il vaut mieux pas trop régler le truc trop tôt parce que s'il y a un procès derrière, il vaut mieux attendre que le procès soit fait et après régler le problème. Mais en même temps c'est pas du tout écologique parce que les procès c'est super long. Alors après ce qu'il faut faire, vous voyez le problème que c'est. Donc souvent c'est de dire à la personne vous allez régler le truc, ça va être mieux, rajoutez-en peut-être un petit peu au procès pour parce que du coup ça sera digéré quoi. Donc, et ce qui est terrible c'est dans des affaires de viol, déjà en France c'est particulièrement on va aller enquêter sur la personne qui s'est fait violer, on va essayer de trouver des trucs pour dire qu'elle l'a cherché, que ci, que ça. Suite à l'événement, donc tu es traumatisé, tu n'arrives pas à organiser ta pensée, et puis après tu es auditionné je sais pas combien de fois. Si tu changes entre guillemets de version, on va dire, tu vois, c'est pas entre ce que tu as dit au début et maintenant, donc après on se dit c'est pas grave. C'est très très dur. Et je vous le dis, moi je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé à faire du coaching et un peu de thérapie il y a quelques années. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de viols et d'inceste dans les familles. C'est énorme, 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 le nombre de gens, mais c'est énorme, je ne savais pas, Moi j'ai eu la chance dans ma vie de ne pas vivre ce genre de choses. Expérimenté dans mon boulot. Les violences intrafamiliales aussi, et les violences sexuelles, c'est hallucinant de savoir ce qui se passe dans toutes les classes sociales. Vraiment. Et quand on parle de violence, c'est intéressant de préciser que la maltraitance émotionnelle, c'est quelque chose de... Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Donc là, c'est du trauma. Voilà. Bon, après, ça, la personne, elle peut naviguer. Hein. Gentil. Oui. Est-ce que tu peux juste redonner la définition de l'émoussement, s'il te plaît? Alors, l'émoussement, c'est que tu te coupes de ton émotion, tu vois. D'accord. Et quand tu dis qu'il faut calmer l'amygdale, c'est-à-dire faire verbaliser de alors, toi... vous allez voir, je vais vous en parler parce que justement dans la dissociation simple, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va faire un protocole en plein air qui va calmer l'amygdale, mettre la personne vraiment en sécurité et on va lui faire raconter sa scène de manière dissociée en étant très très calme. Donc, vous verrez. Et ça ressemble beaucoup au débriefing. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si le trauma est très lourd et pas digéré, stress post-traumatique, machin, et là, c'est pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Et c'est le cas qu'on souhaite le moins, parce que c'est le cas le plus embêtant. C'est que là, il y a vraiment une fracture qui se passe, qui est vraiment une dissociation, mais très extrême. Et dans cette dissociation très extrême, carrément, dans le modèle des parties de la personne, il y a une partie qui va prendre le trauma et qui va le mettre dans un coin de l'inconscient et qui va dissocier toutes les autres parties de la personnalité pour les tenir loin de ça, et la personne n'en a plus aucun souvenir. C'est du clivage, c'est ça? Et donc ça, on appelle ça du clivage, tout à fait. On appelle ça du clivage. Et le problème des personnes clivées, c'est qu'une personne qui va être clivée de cette manière va, en termes de comorbidité, ça va engendrer des troubles vraiment au niveau du comportement, donc de la boulimie, des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, etc., des troubles dépressifs, des troubles anxieux récurrents. On a vraiment des psychopathologies du coup qui se mettent en place. Et des amnésies, donc on appelle ça les amnésies dissociatives, etc. Et donc c'est un petit peu le cas quand les personnes vous disent par exemple « je ne me rappelle pas tel pan de ma vie, je ne m'en rappelle pas ». Alors je ne vais pas vous faire peur, mais des fois quand on fait le projet de vie, parce que je sais que malheureusement pour certains d'entre vous ça a été le cas, il y a des gens qui disent « ah mais moi je ne me rappelle pas quand j'étais petit, mes mentors, mes héros de l'enfance, j'en ai aucun souvenir, je ne me rappelle pas mon enfance ». Il y a peut-être du clivage quand même derrière. Vous voyez, donc j'ai des trucs qui peuvent vous dire comment vous, en tant qu'accompagnant, vous pouvez repérer qu'il y a eu du trauma. Ou la personne, quand c'est de la dissociation très forte, donc c'est là où c'est un peu délicat,
Vous repérez un trauma, parce que si la personne, elle vous dit, par exemple, et là, j'ai dit ça, machin, elle se réassocie à fond, on dit, oh là là, là, c'est du trauma. Mais c'est exactement la même chose si elle vous en parle de manière extrêmement dissociée. Oui, bon, quand j'avais 8 ans, mon père, il invitait des copains, bon, il me violait collectivement, enfin, bon. J'ai vécu ce genre de truc, quoi. Et c'est tout que tu me racontes un truc, désolé hein, pour le duel construit, mais c'est ce genre de truc, là, je vous dis ça parce que en psychopatho, il y a eu un coach qui nous a raconté qu'il avait un client qui lui dit ça. Et il dit, mais c'est normal qu'il l'annonce? Ben non, c'est pas normal. Il en parle de manière trop dissociée. Alors, une personne qui va avoir réglé son trauma, elle va en parler au passé de manière un peu plus dissociée, elle va quand même dire oui, quand même ça a été dur, mais si la personne en parle de manière trop dissociée, ça montre aussi qu'il y a du clivage chez cette personne. Donc ça veut dire que c'est pas bon non. Et comment tu fais avec ces gens-là pour justement leur faire prendre confiance? Alors, c'est compliqué. Quelqu'un qui est clivé. Donc là, je vais faire la parenthèse pour les personnes qui font de l'hypnose et notamment de l'hypnose ericksonienne. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus sur les dangers de l'hypnose parce que souvent les gens disent il n'y a pas de danger dans l'hypnose, hein, vous pouvez y aller, c'est pas dangereux, c'est génial, machin. Non. Quand on a fait de la psychotraumato, on dit que c'est pas vrai, c'est quand même dangereux, ça peut être dangereux l'hypnose. Pourquoi ça peut être dangereux? Parce qu'une personne qui a fait du clivage comme ça, elle a mis son souvenir vraiment, on l'englobe, et on met en place des comportements qui sont des fois des troubles du comportement, mais qui sont un peu des béquilles pour que la personne, mine de rien, elle arrive quand même à vivre normal, plus ou moins normalement, dans sa normalité à elle. Elle marche un peu comme ça, c'est sa nouvelle normalité, d'accord? Si la personne, elle lui fait faire de l'hypnose avec de la régression et qu'elle lui fait revivre un événement qu'elle ne voulait pas se rappeler, mais avec l'hypnose, on a un peu forcé les portes de l'inconscient. La personne, elle n'est pas en capacité de pouvoir repenser à la scène, de pouvoir la revivre, et là, vous avez ce qui s'appelle la décompensation, c'est-à-dire l'effondrement du système de défense au niveau psychologique, et là, vous allez avoir des symptômes où la personne, elle est complètement désorientée, elle peut avoir envie de se suicider, dans le meilleur des cas, elle est prise d'une crise de fou rire, mais en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire que les mécanismes de défense tiennent plus. Donc c'est pas bon, donc on peut totalement faire décompenser quelqu'un en hypnose. Et là, du coup, et pourtant c'est quand même, je prêche pour la PNL, mais attention, la PNL, ça date des années 70. Et dans les années 70, ils n'avaient pas des connaissances comme on a aujourd'hui. Donc des fois, dans des protocoles de PNL, vous avez des conneries. Donc c'est pour ça que je me permets moi, de les corriger, ces protocoles-là. Notamment en maître praticien, maintenant je ne le fais plus comme ça, la ligne de temps, je la fais à l'endroit. Mais dans plein de protocoles que vous aurez sur la ligne de temps, on dit aux gens, prends ton événement qui ne te va pas et tu remontes en arrière pour trouver l'événement d'origine. Alors déjà, c'est super pas bon parce que ça désorganise l'hippocampe, parce que je pars du présent pour retourner vers le passé, je ne sais plus où j'en suis, c'est désorganisé. Alors qu'une bonne ligne de temps construite, c'est on part du passé et on remonte au présent. Et en plus, en état un peu hypnotique, on risque d'arriver sur un truc qu'on ne se rappelait pas du tout et qu'on ne voulait pas se rappeler. Alors vous allez me dire comment faire pour traiter ça si la personne elle est clivée et qu'elle est dissociée. Eh bien, le mécanisme de défense, on n'y touche pas, on le laisse en place. On crée une relation de confiance suffisante dans le rapport pour pouvoir développer des ressources chez la personne suffisantes qui font qu'en développant des ressources suffisantes et en ayant un rapport en termes de thérapie qui fait qu'avec la personne on se sent vraiment en sécurité, de manière naturelle et au moment où la personne se sent prête, c'est elle-même qui va dire eh ben en fait là on fait un travail depuis quelques temps et j'ai eu un souvenir qui m'est revenu que j'avais complètement occulté et c'est bizarre, il est revenu en ce moment. Eh bien c'est très bien, ça veut dire que c'est la relation de thérapie qui a permis pour l'inconscient, à son rythme à lui, de pouvoir amener l'événement traumatique et que la personne, si elle s'en rappelle et qu'elle dit qu'elle est prête à en parler, c'est super. Et c'est beaucoup moins violent que d'utiliser des techniques d'hypnose pour aller faire la personne dans une régression et lui faire remonter des trucs qu'elle ne voulait pas se rappeler, qu'elle n'était peut-être pas prête à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, au niveau de l'écologie, c'est vraiment intéressant de savoir ça. Ok, tu t'en rappelles pas, c'est pas grave. Tu t'en rappelles pas, c'est très bien. C'est très bien. Tu t'en rappelleras quand tu auras t'en rappelé. Voilà.
la personne, son inconscient, il sait ce qu'il doit faire. Oui. Et du coup, est-ce que c'est en voyant qu'il y a d'autres troubles, entre guillemets, de creuser la boulimie, le je sais pas quoi, qu'avec ce truc-là, on va peut-être remonter au... Alors, c'est ça qui est compliqué en psychopathologie, c'est que les psychopathologies peuvent être des comorbidités, c'est-à-dire un trauma qui, avec du stress post-traumatique, du clivage, etc., a engendré des psychopathologies, mais toutes les psychopathologies ne sont pas dues à du trauma. Donc des fois c'est dû à du trauma, et des fois non. Et là pour le coup après je suis plus du tout, c'est pas du tout ma spécialité, donc je voudrais pas non plus vous dire de bêtises. Je suis pas sûr de ce que je vous dis là, mais je pense que non, parce que c'est des comorbidités, c'est les comorbidités qui peuvent entraîner des psychopathologies, mais je suis pas sûr que c'est systématique. Voilà. Jean-Di, oui. Bien sûr. La dissociation, c'est qu'en fait la personne elle va parler de l'événement traumatisant avec trop de légèreté en gros. Voilà, donc c'est une dissociation qui est même carrément du clivage, hein, tu vois. D'accord, ok. Parce que je pensais que c'était le clivage, c'était qu'on n'avait plus de souvenirs. Alors c'est les deux, c'est-à-dire soit il n'y a plus de souvenirs, soit la personne elle t'en parle, mais alors avec une forme de détachement, mais c'est pas normal. Parce que ce qui est normal et naturel, c'est pouvoir d'avoir classé quand même dans son esprit, de se dire ça dans ma vie, ça a quand même pas été cool. Tu vois, sans avoir non plus besoin de trop s'y réassocier, mais de se dire ça a été un événement douloureux, quoi. Vous voyez ? Ça va pour la compréhension de comment on repère les signaux de trauma. Alors avant d'aller dans la dissociation simple et le protocole de PNL, je voudrais voir avec vous les attitudes salutogènes, c'est-à-dire les attitudes vraiment qui sont préconisées pour aller calmer l'amygdale. Donc on appelle ça salutogène. Salutogène, ça veut dire tourner vers la vie. Et bien là, qu'est-ce que vous avez appris? Ben, tout ce que vous avez appris dans le base PNL. C'est ça, les attitudes salutogènes. Donc, comment on fait pour calmer l'amygdale? Des petites techniques. Qu'est-ce que vous avez appris à faire pour réguler l'émotion? Le système sympathique. Donc, le système sympathique, c'est tout le système nerveux qui va du coup s'activer, le cœur qui bat vite, etc. Et le parasympathique, c'est quand la personne, elle est complètement amorphe. D'ailleurs, quand la personne est trop dans son système parasympathique, l'idée c'est d'avoir une fenêtre de tolérance, c'est-à-dire pas être hyper activé, mais pas être non plus complètement amorphe. Ce qui veut dire, par exemple, vous vivez un choc émotionnel. Je vois l'autre jour, mais bon, je m'en suis rendu compte après, j'ai dit, oh là là, j'ai eu un truc qui n'était pas un trauma, mais qui était une situation difficile que j'ai vécue dans ma vie perso. Et je m'en suis rendu compte après parce que j'avais le truc qui me revenait dans la tête sans arrêt. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et j'ai dit, mais t'as fait quoi juste après? Et je me suis fait un petit diffusing pour du coup digérer le truc. Et je me suis rendu compte que juste après, j'étais pas bien, j'étais un peu sonné. Et je suis allé me coucher sur mon canapé, donc hypotonique, parasympathique à fond, c'est pas bon non plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'hypnose, c'est pas très bon non plus. Si la personne elle est complètement hypotonique et qu'elle vous raconte son trauma, eh ben, elle est en train complètement de s'engrammer encore plus le trauma. Donc c'est pas l'équilibre salutogène, c'est pas je suis complètement abachi. Vous voyez, donc comme quoi il y a des conneries qu'on faisait en psychologie, on faisait raconter des traumas, les gens qui étaient couchés dans des divans, quoi. Donc hyper comme ça, mais en fait ils se retraumatisent. Donc c'est pas d'être hypotonique, c'est pas d'être non plus hyper excité, mais c'est d'être dans une fenêtre. Normalement, voilà, dans la posture en tout cas qu'on apprend en psychotraumatologie, qui est vraiment une posture, c'est je suis tonique, je suis pas sur une chaise trop confortable, parce qu'il faut pas que je sois trop comme ça. Je suis pas non plus hyper excité, mais je suis comme ça. Donc les deux pieds au sol, je suis bien, et on peut en parler. Donc on régule le système sympathique et parasympathique. Et quels sont les outils qui permettent vraiment de régler ça? Qu'est-ce que vous avez appris? Numéro 1, la respiration. Donc respiration régulière. Donc vous avez une personne comme ça qui vient de vivre un accident de la route ou je ne sais quoi, qui est complètement... Vous la faites respirer. Alors soit vous sortez votre application Respire Relax, qui est super, mais sinon vous le faites. Vous dites allez, tu vas compter avec moi. 1, 2, 3, 4. On peut même lui faire penser à autre chose. 1 éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants. Et tu souffles. 1, 2, 3, 4. Il faut que la personne retrouve une respiration régulière qui va lui permettre de calmer, de réguler le système sympathique et parasympathique.
la respiration. Quoi d'autre encore? Donc là, c'est quand on est tout seul. On peut se dire, oh là là, je viens de vivre un truc chaud. Allez, je me régule. Et les tapotements croisés. Alors voilà, vous pouvez faire ça, c'est pas mal, c'est des tapotements. Voilà, on peut faire des trucs comme ça, des tapotements, allez. Vous voyez? Et là, en plus, quand c'est des tapotements croisés, apparemment, ça active des trucs, cerveau gauche, cerveau droit, enfin, ça fait. Donc les tapotements. On peut regarder une image de quelqu'un qui sourit. Voilà, alors ça, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que dans la relation à l'autre, c'est quand même mieux quand on est tout seul. Le sourire. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un, le sourire, le regard, le fait d'avoir quelqu'un qui vous regarde et qui vous sourit, ça apporte de la sécurité. Le regard, le sourire. Donc c'est vraiment ce qu'on voit en PNL, hein, la création du rapport, tel que vous l'avez vu déjà sur le base PNL. Donc vous allez aller voir quelqu'un et vous allez dire, par exemple, imaginons, voilà, je le fais avec Nada, je vais dire Nada, je suis là, Nada, ça va? Parce que la personne qui est traumatisée et qui, elle regarde, généralement, elle est un peu sonnée comme ça, et elle regarde partout, voire elle fixe son regard. Et vous dites à la personne, et donc moi je le vois quand je fais mes météos, notamment là, j'ai eu une cohésion d'équipe. Des fois, on fait verbaliser des trucs pas évidents. Et dès que j'ai un stagiaire où je vois, d'ailleurs, Léna, tu avais vécu une cohésion et tu te repenses à une scène à quelqu'un à qui je l'ai fait, qui commence à parler comme ça, je lui dis, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Je récupère le regard de la personne. Vous lui dites, regarde-moi, parle-en, mais je suis là. Voilà, donc vous allez dire, je suis là, regarde-moi, tout va bien, on est ici et maintenant, ici, là, tu es en sécurité. Voilà, tout va bien, c'est fini, c'est passé. Je suis là, tu es ici, tu es avec moi. Et on regarde la personne dans les yeux et on lui sourit. On ne fait pas, mais on lui sourit, on la regarde dans les yeux, on la récupère, on la ramène avec nous, on lui dit c'est normal. Et donc il y a des phrases salutogènes, c'est normal et c'est naturel que tu sois, que tu te sens, voilà, que ta respiration aille vite, etc. Vu ce qui vient de se passer, c'est normal, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on remet de la normalité. C'est normal, c'est naturel. On remet de la normalité dans ce qui se passe. On la regarde dans les yeux. Et là, vous pouvez dire à la personne, vas-y, respire. 1, 2, 3, voilà. On fait des états séparateurs aussi. Tu vois combien d'objets verts dans la pièce? Vous voyez? Regardez des couleurs. On peut faire des petits trucs aussi du genre, vous avez une petite balle ou un stylo, et attention, je t'envoie ça, et de dire à la personne, allez, vas-y, attrape ça, voilà, vas-y, renvoie-le-moi. Voilà, je fais moi, c'est avec mon dos là. Mais on peut jouer à la balle, on se renvoie un peu la balle. Un truc qui marche bien, vous pouvez avoir des peluches, et puis dire à la personne, vas-y, prends une peluche, et un doudou, et puis serre-le bien dans tes bras, mets-toi en sécurité. On peut lui amener à penser à un état ressource où à un moment donné, elle était lui dire c'est où que tu te sens le mieux chez toi? Dans ton lit? Souvent les gens ils disent dans le lit. Dans ton salon, quand tu es avec ton chien. Un truc qui n'est pas forcément comme on fait en PNL, vous savez, où on va chercher à souvenir ressources très fort, etc. Non, ça peut être une ressource normale qui fait partie du quotidien. Donc vous pouvez dire par exemple à la personne, et là, qu'est-ce que tu vas faire après en rentrant chez toi? Tu vas faire quoi? Tu vas boire un café, tu vas faire quoi? Vous voyez, vous la remettez en contact avec des éléments de sa vie qui sont des éléments normaux. Une personne qui vient de vivre un trauma, vous allez lui dire n'en parle pas trop à ton environnement tout de suite, parce qu'on sait qu'elle va se réactiver. Donc on va lui dire rentre chez toi, ou quand même pas toute seule avec un ami ou quelqu'un. Vous vérifiez que la personne, elle a quelqu'un d'autre qui prend le relais. Et coucoune-toi, chouchoute-toi, des petits trucs normaux, agréables, et c'est normal. Et donc, vous faites ce qu'on appelle la psychoéducation, vous allez dire à la personne, si ce soir tu es un peu confus et tout, c'est normal avec ce que tu viens de vivre, c'est naturel. Vous voyez, on rassure l'amygdale qui est super agitée comme ça. Donc tout ça sont des attitudes vraiment salutogènes. Oui, Nadine? Une question, comment tu gères une personne qui a son premier traumatisme, je reprends la jeune fille avec l'accident de la rue, ouais, qui surajoute un deuxième traumatisme qui était je vais me faire tuer par mes parents. Ah oui, tu gères le... Voilà, ben, il faut vérifier peut-être éventuellement, est-ce que c'est pas toi qui peux appeler les parents?
Tu vois? C'est ce qui s'est passé, mais... C'est ce qui s'est passé? Oui. Voilà. Et tu expliques, tu dis voilà, votre fille, elle vient de dire maintenant, elle est un peu en état de choc, tout va bien. Voilà, s'il vous plaît, là vous allez prendre le relais. Il faut la coucouner, il va falloir la rassurer parce qu'elle est un peu en état de choc. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Vous faites en sorte qu'il y ait quelqu'un qui soit une ressource dans l'environnement de la personne, qui puisse prendre le relais derrière, que la personne elle ne rentre pas en étant complètement confuse, toute seule chez elle, et encore moins qu'elle aille se coucher tout de suite derrière, quoi. Parce que du coup... Mais là, dans mon cas, en fait, il y a des parents qui étaient... Enfin, pas du tout aidants. Ils n'étaient pas aidants, ouais. Ah non, donc elles se retraumatisent derrière, quoi. Ça va faire du trauma complexe après. Parce que vous voyez, l'événement unique, c'est l'accident, et puis ça devient du trauma complexe, parce qu'après, il y a le relais parent, mais c'est encore autre chose. Et puis après, elle bouclait, donc je me dis, est-ce que une attitude comme ça, respirer, etc., donc tout ça, mais en fait, elle n'arrivait pas à sortir de sa boucle. Donc tu la ramènes ici maintenant. Tu lui fais regarder des trucs, parle-moi de ton chien, de ton fils, j'en sais rien, de tes amis, raconte-moi un truc sympa, elle était là avec moi, respire un coup, tout va bien, c'est normal, c'est naturel que tu sois dans un état, commence maintenant, et tu refais des, regarde-moi dans les yeux, ça va, et tu souris. Le fait de sourire active dans le cerveau le système d'engagement social, et le système d'engagement social, une fois qu'il est activé, ça va calmer l'amygdale aussi. Donc tu souris et tu vois comment tu la régules comme ça sur le moment. Et déjà, elle va repartir. Bon, bah, après, si elle se retrouve avec l'environnement qui est hyper traumatisant, parce qu'ils sont « Oh mon Dieu, t'as failli avoir un accident !» Donc faites gaffe à vos mots. Parce que les mots, les gens, faites gaffe aussi aux mots que vous dites. Moi, ça, je me surveille parce que je le fais encore, cette bêtise. Je vais dire, par exemple, à une personne, la connerie, je vais dire, tu vois, je repensais à Camille, tu me racontais un truc l'autre jour, et je me dis après, je dis, pas lui dire ça, elle me raconte un truc difficile, et je lui dis, oh, mais c'est terrible. Mais non, mais je ta gueule, quoi. Je dis pas ça, quoi. Vous voyez? Parce que du coup, mon mot n'est pas salutogène. Donc, on va pas dire c'est violent, ce que tu as vécu, c'est terrible, c'est horrible, parce que vous voyez? Donc, vous allez dire, c'est difficile, ce que tu as vécu. C'est pas pareil. Tu as vécu un épisode difficile, voire très difficile. Il faut qu'on utilise vraiment des mots qui vont vraiment calmer l'amygdale de la personne. Voilà. Et c'est normal et c'est naturel. Bon, c'est des petites choses. Pourquoi je fais ça? Parce que dans le protocole de la dissociation simple qu'on va voir en PNL, on va avoir besoin de maintenir vraiment tout au long de la technique la personne dans une attitude salutogène, et que dès que vous voyez que la personne, pendant là que vous allez faire le protocole, à la calibration, vous voyez que la personne ça va pas, elle est en train de calibrage, de repas être bien, ou elle commence à reparler au présent, etc. Stop, reviens, regarde-moi. Et pour le coup, là, vous demandez à la personne, allez, parce que souvent on est assis à côté, vous vous remettez en face et vous lui dites, regarde-moi dans les yeux, on est ici maintenant. Tout va bien, c'était le passé, on est ici maintenant. Comment tu es? Vous régulez avec la respiration. Tu es OK pour y retourner? Là, c'est bon. Donc, on en était où? On en était à quel moment? Allez, on y retourne. Un truc important. Vous n'allez pas, pour une fois, vous n'allez pas reformuler. Parce que si vous reformulez, vous réappuyez le trauma. Vous voyez? Donc, tu en es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as eu? Et tu as dit quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? D'accord. Et ensuite, voilà. Mais vous ne reformulez pas. C'est bien, c'est à des rares protocoles, on ne reformule pas. Oui? Il me semble que quand on a fait la dissociation en janvier et qu'on parlait d'événements traumatisants, il me semble qu'on en parlait au présent. Hein. Mais c'est pour ça qu'entre-temps, parce que la PNL, donc ça c'est des rajouts que moi j'ai fait. On va modifier. Hein. Donc je vous ai modifié, alors je vous redonnerai une nouvelle version de votre classeur parce que je viens de la modifier. Donc dans le protocole de PNL, il n'y a pas ça, il n'y a pas le passé, il y a des éléments qui manquent. Donc moi je les ai rajoutés dans le protocole, qui sont du coup une touche rajoutée. Alors, parce que les protocoles sont vraiment les protocoles tels qu'ils ont été faits en PNL. Donc là j'ai mis entre parenthèses rajout de genre Turc, voilà, pour que vous puissiez savoir c'est quoi la PNL et c'est quoi qui n'était pas trop la PNL à la base. Mais je vous ai modifié le protocole en disant formulation au passé et je vous ai rajouté des trucs. Vous allez mettre un titre à l'événement et vous allez mettre des pylônes, deux piliers, un juste avant
et un juste après pour avoir des points de repère de sécurité au moment où la personne va verbaliser. Dès que la personne formule au présent, stop, on coupe, allez, on y retourne, ou soi-même on reprend la reformulation en disant et donc je lui dis, et donc tu lui as dit, et il me répond, et il t'a répondu, vous voyez? Et elle dit, oui, et donc il m'a répondu. On invite la personne vraiment à classer, que l'hippocampe fasse son boulot de ranger l'information. Donc c'est ce protocole que vous allez faire en dissociation, c'est pour ça que j'ai pris le relais avec Catherine, elle n'a pas fait psychotraumato, c'est pour ça que je voulais le refaire. Vous allez être hyper dans la conduite. Parce que d'habitude on est beaucoup rapport, vous créez le rapport bien sûr, mais vous allez conduire serré quoi. D'accord? Ça va pour vous? Ça fait sens ce qu'on dit? Oui. Une expérience du coup qui me parle Ouais. J'ai une personne qui, à un moment, j'arrive dans un état de panique et dans l'incapacité en fait de gérer ses émotions. Et elle l'a fait toute seule en fait. Au début, ça m'a vraiment choquée. Mais elle était là, ce soir je vais rentrer, j'ouvre la porte, je pose mon sac sur la table. Elle disait exactement ce qu'elle allait faire ce soir. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est assez impressionnant. Et quand je lui ai demandé après, elle me disait, en fait, je fixe mon cerveau sur des objectifs à court terme. Et c'est ce qui lui permettait de gérer ses émotions et de faire descendre. Et là, ça fait vachement sens en fait. Parce qu'elle remet du normal là où il y a du pas normal, quoi. C'est ça. Et au départ, c'est assez impressionnant. Ouais, tu t'es fait. Mais en tout cas, c'est vachement bien parce que nous, maintenant, de savoir ça, quand nos amis vont nous raconter les trucs, si on les voit trop s'associer au présent, on va leur dire stop, là t'es en train de tout traumatiser, s'il te plaît, je veux bien qu'on en parle, mais parle-moi-en au passé, tout va bien, là t'es avec moi, ça peut nous aider un peu. Et du coup, de faire gaffe à nos mots, quoi. Ah, mais c'est horrible ce qu'il t'a dit, mais c'est dégueulasse, machin. En fait, on est en train de traumatiser la personne, quoi. Et tu vois, les psychologues, je pensais, parce que je t'ai raconté la semaine dernière, moi j'ai vu des psys, je racontais comme je te l'ai raconté la dernière fois, il n'y en a pas un qui m'a dit ce que tu viens de me dire. Ils ne sont pas formés sur la psychotraumato. Donc finalement, les psychologues, c'est assez limite quand même. En fait, c'est une discipline à part entière, la psychotraumatologie, donc ils ont leurs compétences sur des trucs que moi je suis incapable de te dire ce que c'est, mais la psychotraumatologie est vraiment une discipline sur la gestion du trauma. C'est une discipline à part entière. Bah, du coup, il devrait te donner le... Parce que moi aussi, même la psy, elle m'a dit ça, ce que tu vis, c'est un stress post-traumatique. Mais du coup, elle ne m'a pas orientée vers quelqu'un pour me gérer ça. Et elle m'a pas géré. Il n'y en a pas beaucoup en France, des psychotraumatologues. Il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez, après, il y a d'autres disciplines qui sont connexes à la psychotraumato, qui sont très bien aussi, comme le MDR, c'est très bien aussi. Bien ça. Mais qui ont encore une autre manière de gérer le trauma, mais qui est bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines là-dessus. Et un psychiatre, lui, c'est de repérer les troubles psychiatriques, psychologiques avec les psychopathologies, et de prescrire, c'est un médecin, de prescrire un traitement qui va du coup réguler par exemple le système, par exemple si la personne est hyperactive dans son système parasympathique, il va donner un anxiolytique parce que l'anxiolytique va activer le système parasympathique. Et inversement, quelqu'un qui a un système de dépressif qui est comme ça, il va donner quelque chose qui va plutôt rebooster. Enfin, eux, ils cherchent, qu'est-ce que vous vivez? C'est quoi vos symptômes? On va trouver la molécule qui vous permet de ne plus vivre ce symptôme. Mais ils font pas, c'est pas leur job de faire un travail de réparation à d'autres niveaux. Enfin, après, je ne veux pas parler d'un job que je ne connais pas, donc je ne sais pas ce qu'ils font à côté, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont, eux, la fonction première, c'est je décris c'est quoi la psychopathologie et je prescris le bon médicament, la bonne molécule qu'il va falloir. Voilà. Oui. Il existe un annuaire des je sais pas, peut-être. Il faudrait que je me renseigne, je sais pas. En tout cas, si vous écrivez psychopathologie, psychotraumatologie, vous allez trouver des annuaires. Et c'est un vrai métier, psychotraumatologue. Oui, il y a des gens qui font ça. Et ils sont formés avec des formations comme tu as suivi toi. C'est ça. Ou ils ont été à l'école pendant 5 ans. Alors, il y a des formations comme j'ai suivi moi, et il y a des diplômes, j'ai regardé, il y a des diplômes universitaires. Ouais. Donc on peut avoir des gens qui sont par exemple déjà médecins ou infirmiers ou ce que tu veux et qui vont aller dans une université faire un DU, diplôme universitaire en psychotraumatologie. Moi j'avais envie de le faire, puis finalement moi j'ai pas de diplôme déjà d'infirmier et tout, donc ça aurait été compliqué, j'aurais peut-être essayé de demander, machin. Mais comme nous, Angélique, elle a un certificat européen en psychothérapie, elle a des années de pratique de thérapie, elle a vraiment
c'est une source de connaissances incroyable, Angélique, là-dessus. Et du coup, elle la propose à ActivePNL parce qu'on sait que tout le monde n'est pas... parce que c'est compliqué en université, il faut avoir un dossier, être déjà dans le système médical et tout. Donc, voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. 10h45, on va se faire une courte pause parce que du coup, je vais vous parler du protocole de dissociation et vous faire une démo. Donc, on se fait une pause jusqu'à 11h moins 5.